Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Constantin Frossin, L'autre Sioran 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Christophe Désiré Atangana Kuna, La symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain, 2010. Agatha SylwestrzeakWSZelaki, Andrei Makin, L'identité problématique, 2010. Denis Semeyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kiku Yamata, 2009. Patrick Mathieu, Proust une question de vision, 2009. Arlette Chemin, texte réuni par Littérature Monde francophone en mutation, 2009. Piotr Sniedziewski, Mallarmé et Norwid, Le silence et la modernité poétique en France et en Pologne, 2009. Raymond Perrin, Rimbaud, Un Pierrot dans l'embêtement blanc. Lecture de la lettre de Gênes de 1878,2009. Claude Maillardchary, Paul Éluard et le thème de l'oiseau, 2009. Idrissa Cissé, Césaire et le message d'Osiris, 2009. Christine Ramat, Valère Novarina. La comédie du verbe, 2009. David Ngoran, Le chant littéraire africain, 2009. Carlos Alvaradolarroucau, Écriture palestinienne francophone. Quête d'identité en espace accent aigu au colonial, 2009. Gabriela Tegyey, 13 récits de femmes, 1917 à 1997, de Colette Assixou, 2009. Christopher Bouy, L'épreuve de la mort dans l'œuvre de T.S. Eliot, Georges Séféry et Yves Bonnefoy, 2009. Françoise Gillenoir-Jamelot, Stéréotypes et archétypes de l'altérité dans l'œuvre romanesque de Stendhal, 2009. Gisèle Vanhese, Par le brasier des mots. Sur la poésie de Jade Hatem, 2009. Aux pères et mères de tous ordres. À ceux qui ont lutté. Et luttent. Dans et par l'écriture. Introduction. Au commencement était la lutte. Placer l'écriture de Louis-René Desforêts sous le signe de la lutte n'est pas le fruit d'une vérité théorique mais le résultat d'une confrontation de plusieurs années avec les textes. Sur un livre de bord, OOTF, page 271, 1, qui aurait narré notre première approche de cette écriture, on aurait pu lire « Abordage difficile ». Il fallut suivre le cours imprévisible et insaisissable de la vie. Une reprise du bavard fut révélatrice de changements. La découverte, la même année, de fragments d'ostinato et des poèmes de Samuel Wood fut cette fois une épiphanie. À la manière de Desforêts parlant de sa première lecture du poète anglais Gerard Manley Hopkins, nous pourrions dire « J'en ai subi un choc de ». Une vérité de parole 3 s'en dégageait. Non une vérité théorique imposée mais une vérité d'expérience, celle donnée par un homme à la fin de sa vie, en un passage de siècles et de millénaires sous une forme inachevée et fragmentée. Mais la prévention pessimiste qui pesait sur l'œuvre a provoqué cette première question. Que reste-t-il comme salut possible ? Cette question fut le point d'origine de notre recherche. Un peu par défi contre un sentiment dominant, par désir aussi de risquer un sens 4. Au nom d'une idée de la poésie comme souci du salut et tentative pour changer la vie 5. Nous plaçant ainsi en situation de transgression positive 6, nous nous mîmes à traquer les cellules de salut, lecture après lecture, en rechercher, fragment après fragment, les motifs. La formule du salut dans Ostinato nous apparut sous la lumière d'une trinité. Lucidité, lutte, unité. Le premier et le dernier motif mettaient à jour une face lépreuse, OMF page 97, et un bien pur, OMF page 21. La recherche à tâtons, PSW page 7, des motifs de salut dans les fragments d'Ostinato nous avait conduit à cette coexistence, nourrie par la critique et consubstantielle à l'écriture de Desforêts, de la lucidité et de l'unité, de la face sombre et de la face claire, de la finitude et de l'ouvert, du nihilisme et de l'espoir. À leur croisée, le motif moteur de la lutte. La conscience de cette coexistence plaçait en face d'une réalité conflictuelle incarnée dans le texte.
Ce sont ces moments où l'être d'Ostinato, armé de son tempérament, de son énergie et de son expérience, assume sa lucidité et entre dans une lutte qui devient comme sa religion. Il s'élève alors au rang de héros de légende, OMF page 36. Dans un style qui fait face, l'écriture incarne ce corps à corps, ce mot à mot. Le héros lutte, littérairement et littéralement. Il se bat et se débat, désespérément, mais ne cessera le combat que toute force éteinte sans s'occuper ni des chances ni des issues. Seule l'énergie, le mouvement et la force le maintiennent, non la probabilité d'aboutir. Le salut n'est plus alors dans une issue mais dans la lutte même, au cœur de sa contradiction assumée. Et l'analyse étymologique confirmait cette approche en mettant à jour une riche source commune entre les deux termes de notre hypothèse, écriture et lutte. Le verbe écrire vient du latin scriber, lui-même issu du grec graphine qui signifie proprement creuser. Les anciens écrivaient en creusant des tablettes de cire avec des stylets 7. Et le dictionnaire historique de la langue française 8 précise la parenté avec des termes indo-européens signifiant également gratter, inciser. Cet acte d'abord physique de l'écriture renvoie au premier vers des poèmes de Samuel Wood. Écoutez-le qui grignote à petit bruit, PSW, page 7. Aussi se tient-il voûté sur un champ tout étroit comme une bête creuse un trou, PSW, page 8. L'écriture est d'abord cet acte musculaire qui investit le corps du scribe aux prises avec la matière de la tablette, comme déjà dans un corps à corps. Et le mot lutte, issu du latin lucta, exprime justement ce combat corps à corps dont le modèle originel est la lutte gréco-romaine. Écrire et lutter renvoient donc tous deux à des actes élémentaires, physiques et musculaires, dont ils demeurent en manière de trace. OMF page 15, cette inscription dans l'arène est sur le support du combat. L'étymologie morphologique confirme cette approche. En effet, le mot écriture s'est formé à partir du participe futur du verbe scriber, scriptura. Dans la grammaire latine, tout participe futur a nécessairement un sens actif, par opposition au participe parfait impliquant un sens passé et passif comme c'est le cas pour le participe scriptum qui a donné le mot écrit. Ainsi l'écriture, par son étymologie même, est active. Elle se projette vers l'avenir, par opposition à l'écrit qui est voué à être figé. Seule l'écriture et non l'écrit peut être comparée à cette lutte dont la forme indique probablement un fréquentatif 9. Qui dit fréquentatif entend répétition des gestes et exercices, cette répétition dont toute l'importance se manifeste dans Ostinato aussi bien que dans l'entraînement des lutteurs. Un dilemme ici se pose car l'écriture est vouée à devenir écrit, l'actif à devenir passif, le futur passé. L'écriture se fige en écrit dans le tissu du texte. Pour respecter le sens étymologique de l'écriture, il s'agirait donc de demeurer dans le mouvement, dans l'énergie, dans le conflit, dans la lutte, et ne pas se laisser piéger dans l'écrit, dans le maillage devenu rigide. Le texte ne doit pas devenir piégé entre les quatre murs, au OMF page 23, d'une maille morte, mais demeurer mouvement et fluidité. Comment alors garder le caractère actif et lutteur de l'écriture dans le caractère figé de l'écrit ? Récit ou scène de lutte, sémantique guerrière, métaphore apporte des réponses. En convoquant tous ces mots-outils, nous n'aurons eu d'autres outils que les mots, PSW page 39. L'écrivain fait revivre un sens particulier du verbe scriber, inscrire, enrôler des soldats 10. Cet emploi montre le lien intime que les Romains avaient noué entre l'écriture et le monde militaire. Louis-René Desforêts nous le rappelle quand il écrit « Lourd déploiement de phrases pointées comme autant de batteries vers un ennemi invisible » au FI page 43. Car ces phrases pointées au FI page 43 définissent aussi le style. Buffon en parlait en ces termes « Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées 11. » Cette définition ressemble étrangement à la description d'une armée en marche et en ordre de bataille. Après le sens du corps à corps, le Robert définit la lutte comme une opposition violente entre deux adversaires dont chacun s'efforce d'imposer à l'autre sa volonté. Ces rapports de force jalonnent les fragments d'Ostinato, ainsi que les autres récits de Louis-René Desforêts. La définition insiste sur le caractère soutenu et énergique de l'action. Or l'écriture desforestienne développe cette énergie tant par le tempérament de ses héros, que par cette forme qui une fois commencée se poursuit continuellement sans être abandonnée. 12. Une expression appartenant à la biologie pourrait ainsi définir le foyer central de cette œuvre, la lutte pour la vie. Et la lutte pour la vie c'est, en littérature et en art,
la lutte créatrice dont l'écriture est le fruit, mais en même temps le creuset d'une lutte originelle qui aboutit à l'œuvre. Et quand celle-ci, comme Ostinato, a l'apparence fragmentée et fragmentaire, plissée et chaotique d'un début du monde, elle devient peut-être tout entière une vaste métaphore de cette lutte créatrice. Comme des chimistes essaient dans le tourment d'une éprouvette de reconstituer l'aube du monde et tentent à tâtons, PSW page 7, de cerner les conditions de son avènement. Ostinato est œuvre mais aussi étymologie d'une œuvre, sa genèse, ses plissements fondateurs à l'œuvre, sa lutte à jamais inachevée. Il est intéressant de noter que le mot lutte est peut-être apparenté à divers mots indo-européens relatifs à l'idée de plier, tels le lituanien lunia flexible, l'ancien norrois likna plier le genou 13, ici le guerrier est jeté bas, PSW PM 19. Le pli pourrait être un motif originel de la lutte dont les corps sont pliés dans l'effort, et les muscles plissés. Il est aussi le titre d'une œuvre de Gilles Deleuze où celui-ci définit le pli comme le propre du style baroque, du style de Mallarmé, de Proust ou de Michaud XIV. Louis-René Desforêts aurait pu y figurer, lui qui définit son écriture comme voie et détour de la fiction, VDF, arabesque de plis et replis où les eaux de la mémoire et de l'imaginaire coulent l'une dans l'autre à l'infini, en quête de la scansion de l'être, VDF, page 10, et des rythmes originels comme le va-et-vient de Flo et de Luther. L'écriture, comme la lutte, plie et déplie la ligne des lettres dont les crêtes ressemblent aux flots en lutte de la mer et d'une nature déchaînée, vision chère à Louis-René Desforêts. Écrire et naviguer se rapprochent. Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle XV établissait justement un lien entre le verbe creuser du grec graphine et le russe greblo qui signifie la rame, ce qui creuse les flots. L'écriture et la navigation pourraient ainsi avoir la même origine, et ceci par le média de la lutte qui fait plier les choses. On entend alors Flaubert. Quel lourd aviron qu'une plume, 16, et Desforêts met cet aviron entre les mains de navigateurs aussi hardis qu'aveugles, PSW page 41. Ces fouilles dans les plus lointains plis étymologiques renvoient également aux traces des premiers hommes décrivant des dessins de chasse dans des grottes préhistoriques. Elles sont célébrées comme naissance de l'art par celui que Louis-René Desforêts appelle un loup 17, Georges Bataille. Celui-ci écrit « L'homme au sens de l'espèce dont nous faisons partie, de l'espèce humaine qui subsiste, qui se sait aujourd'hui menacée de mort, est apparu sur terre avec l'art. » Et Lascaux est le premier signe véritablement majestueux de cette apparition 18. L'homme déforestien sur la roche escarpée d'un fragment suggère ses motifs originels quand il parle de « figure », manière de trace, ligne de vie, OMF page 15, quand il fait mention de gestes primitifs, il cherche à tâtons mais cherche, PSW page 7. Tout artiste est un lutteur. Il lutte avec les mots ou la matière propre de son art qui vit de lutte 19 depuis les conditions de l'acte créateur jusqu'à la liberté de l'œuvre ouverte 20 pourrait-on dire, et livré à la lecture, à l'interprétation, à la critique, à la traduction, à la diction, à toutes ces batailles qui suivent le texte et que poursuit le lecteur. Et la lutte au cœur de cette histoire, comme au cœur des phrases de Desforêts, se révèle être le moteur générateur de l'origine et du devenir de l'œuvre. On entend alors Héraclite. Toutes choses naissent et meurent selon discorde et nécessité 21. Mallarmé, un des auteurs que Desforêts n'a jamais cessé de lire 22, s'inscrit dans cette philosophie du combat. D'ailleurs, le bonheur existe-t-il sur cette terre ? C'est le faux but de la vie, le vrai est le devoir. Le devoir qu'il s'appelle l'art, la lutte ou comme on veut 23. Cette éthique, Desforêts l'a faite sienne en l'incarnant dans une poétique que nous appelons l'écriture comme lutte. Notre propre lutte critique fait prioritairement référence à Ostinato. Nous plaçons en effet cette œuvre au centre de notre démarche. Dans l'intuition de l'instant, Gaston Bachelard écrit « Il faudrait lire un auteur à l'envers. Ses premiers livres les derniers, ses derniers les premiers. Singulière méthode. Qu'il faut examiner 24. » Le dernier ouvrage publié du vivant de Louis-René Desforêts est la publication au Mercure de France, en février 1997, de fragments d'Ostinato. Cette édition est le dernier niveau de synthèse connu de cette œuvre, dont la rédaction a débuté en 1975-25. L'auteur s'explique sur sa décision. Comme il est dit dans l'avertissement de l'éditeur, elle répond pour une bonne part à une nécessité pratique, celle de rendre plus accessible un certain nombre de fragments disséminés dans des revues aujourd'hui introuvables en librairie et complétés autant que possible par des inédits,
tout en laissant momentanément de côté ceux qui n'y trouveraient pas encore leur place, lesquels se sont avérés beaucoup plus nombreux que je m'y attendais. 26 en effet face à l'immémorable n'est pas intégré à ce volume, et les fragments du cahier Le Temps qu'il fait et des revues Le Cahier du Refuge et Instant 1 n'ont pas été repris dans leur intégralité. L'adverbe momentanément employé par l'auteur dans ses propos recueillis permet donc de dire que la publication au Mercure de France était un moment de synthèse dans l'histoire de cette œuvre. Ostinato reste plongé dans le mystère de sa fin et de ses origines. Son écriture aura duré plus de 25 ans, soit une durée comparable à la première période d'écriture de l'auteur allant de 1944, date de parution des Mendiants, à 1965, publication des Mégères de la Mer. Entre 1965 et 1975 s'étendent 10 années de silence. L'auteur a vaincu ce silence par un travail sur le poète anglais Gerard Manley Hopkins. J'ai traduit ses lettres et j'ai été amené alors à relire ses poèmes. Grâce à cette expérience, j'ai retrouvé la foi dans le langage. 27. Les fragments d'Ostinato s'inscrivent dans ce nouveau mouvement. Avec Ostinato, c'est comme si je croyais à nouveau à la validité du langage, à sa fonction véhiculaire d'une pensée, d'idées, d'une mémoire qui retrouve chair. 28. Le destin de cette œuvre nous paraît au cœur de l'écriture des Forestiennes. Elle en est comme le cœur battant. Ostinato est ainsi choisi comme noyau de notre corpus de recherche qui aura donc une structure atomique, puisqu'autour de ce centre graviteront nécessairement les autres œuvres de l'auteur, d'ailleurs suggérées dans certains fragments, comme si le petit œuvre renvoyait au grand œuvre. C'est donc l'œuvre entière de Louis-René Desforêts que nous convoquerons autour d'Ostinato qui compte, et nous citerons ici Philippe Jacotet, au nombre des plus beaux livres français de la seconde moitié du siècle. 29. Différents outils de la critique littéraire seront mis au service du texte, en particulier la micro-lecture 30 pour tenter de traquer au plus intime du texte les passages, traces ou miettes révélant les luttes d'une écriture. Miettes disons-nous pour demeurer des mendiants de sens à l'écoute de l'œuvre, de ses palpitations, de sa scansion. VDF page 10 propre. Nous allons donc souvent fragmenter encore les fragments, morceler les récits, recherchant les molécules porteuses de lutte et essayant de comprendre un peu des rouages subtils de cette machine, 31 littéraire infiniment complexe et paradoxale, restant au plus près des vestiges recueillis, à la manière de Sir Samuel Wood, voûté sur un champ tout étroit, PSW page 8, et qui grignote à petit bruit, PSW page 7. Mais pour entrer dans le destin de cette œuvre, il est indispensable de tenir compte du regard que les critiques ont déjà porté sur elle. Desforêts lui-même insiste sur cet aspect. J'ai à l'égard des commentateurs, des exégètes une dette infinie. Et permettez-moi d'ajouter aux noms que vous avez cités, Maurice Blanchot, Yves Bonnefoy, Jean Roudot, celui de Dominique Rabaté, mais il en est bien d'autres qui m'ont aidé de vive voix ou par écrit à voir clair jusqu'en mes insuffisances. 32. Ces éclairages furent également apportés par des écrivains amis, Michel Léris, Raymond Queneau, Robert Antelme, et par les auteurs du passé comme le note Hélène Sixou, Tout être grand qui meurt et le père du sujet. 33. De ses pairs, Desforêts dit, dans l'immense éventail des auteurs que j'aime. 34. Nous projetterons donc ces phares privilégiés mais aussi tout éclairage pouvant se révéler utile et montrer des insertions de l'œuvre dans le vaste fleuve littéraire qui parcourt et nourrit le temps des hommes. Et cependant voilà des siècles innombrables, que vous vous combattez, aux lutteurs éternels, aux frères implacables. 35. Entrons dans ces flots héraclaïtéens. Nappe phréatique des enfermements souterrains, ondulation et énergie d'une langue en peine d'écoulement. Rives opposées bordées de profusion sensorielle, ostinato des moments et des mots de la lutte. Première partie, lutter pour sortir. Comme une langue en peine de parole jeta le bruit de sa voix au dehors. Cette citation de Dante est mise en exergue au début d'Ostinato, OMF page 9. Il s'agit de la traduction des vers 88 et 89 du chant 26 de l'Enfer de Dante. Dominique Rabaté attribue cette traduction à Desforêts lui-même, qui a su en conserver magnifiquement l'éclat et la force. 36. Avec cette entrée en matière, Louis-René Desforêts nous plonge directement dans l'enfer et l'enfermement dantesque. Non formulé mais sous-entendu, un enfermement ennemi précède cette langue en peine et son jeta, au dehors. Il nous faut donc commencer par l'énoncé lucide de ce qui précède, pression originelle qui pousse dans la peine et déjà la lutte, la langue à s'exprimer.
Ne voilons pas nos figures avec nos mains. Au OMF page 89. La lucidité semble le préalable ou le premier moyen de la lutte. Ouvrant les yeux et les gardant ouverts sur les risques ou les états d'enfermement, l'être ostinatien entame sa lutte, pourrait-on dire, par l'observation et l'évaluation de l'ennemi multiforme qui à la fois cerne l'être et le constitue. Plongé dans le monde et jusqu'au plus intime dans certaines de ses manifestations les plus extrêmes. Du fond de cet enfermement, les premiers tâtonnements pour tenter d'en sortir. Chapitre 1 : L'infortune d'être soi. L'enfer a d'abord sa chambre dans le soi. Il est même le soi lui-même, comme en témoigne ce fragment phrase. Chaque matin au miroir ressurgit dans sa vérité monstrueuse toute l'infortune d'être soi, OTF page 281. L'infortune signe la première œuvre de Desforêts, Les Mendiants. Dès la chanson westphalienne qui inaugure ce roman, les personnages sont désignés par des pronoms démonstratifs qui juxtaposent les identités sans jamais les faire se rejoindre, celui-ci, cet autre. Et celui-là ? LM page 9. Chacun est marqué au fer rouge d'une infortune, esclave d'une passion, cœur cruel, pouvoir, amours illicites, mauvaise fortune. La structure polyphonique du roman répète de manière macroscopique l'enfermement de ces personnages dans leur propre rôle ou leur propre passion. Les rapports amoureux poursuivent cette logique. Fred aime Hélène qui aime Grégoire, lui-même amant d'une Annabelle qui n'est pas disposée à faire le sacrifice de son indépendance ou de sa dignité pour un autre être, LM page 297. Aucune réciprocité ne permet de stopper cette malheureuse chaîne de passions solitaires. Elles viennent funestement s'abattre contre le mur d'une auberge où par une tragique coïncidence, toutes les tensions en cortège se retrouvent pour un moment pour une action, un coup de feu tiré sur Grégoire. Selon une logique implacable, tous ces personnages au cœur de feu sont in fine touchés par le feu. Une identité indélébile leur a dessiné dès l'origine un déterminisme et un terrible destin, que nul ne peut maîtriser, dit Othello, LM page 248. Cette identité s'appelle-t-elle caractère ? Le sens premier de ce terme désigne la marque appliquée à un animal au fer rouge, 37. Quand le fer devient plume, le caractère est alors littéraire, mais le trait dessiné n'en est pas moins définitif. Le titre de la deuxième publication de Desforêts, Le Bavard, pourrait être celui d'un morceau de La Bruyère, explique Maurice Blanchot, tout en précisant que le bavard n'est pas le portrait du bavard, 38. En effet, il est plus que son portrait. Il est l'infortune d'être bavard en acte. Développé comme une maladie incurable, le bavardage s'étend au fil du récit, soumettant le protagoniste, non seulement à des crises croissantes en intensité, mais surtout aux conséquences fâcheuses de ces crises, le rire humiliant d'une femme, la vengeance d'un rival est conduit. Alors le sort frappe, au sens figuré comme au sens propre. Le rival me frappa de toutes ses forces, mes jambes flageolèrent, je tombai sur les genoux, livre page 111. Cette chute exprime physiquement le sens métaphysique de l'expression infortune d'être soi. En tombant à genoux, le bavard exprime en acte la conscience d'un soi frappé d'infortune, le monstre est en nous notre propre faiblesse dévorant, 39. Mais faiblesse et chute montrent aussi une issue puisque le terme genou est issu de la racine gene, gène qui signifie l'origine, la race. Si le bavardage a conduit à l'humiliation, la troisième publication de Desforêts, Un malade en forêt, place l'infortune d'être bavard dans un contexte de guerre où les conséquences peuvent être encore plus dramatiques. L'auteur dit de ce texte : c'est un récit qui n'a rien de fictif, cela se passait dans une forêt d'Eure-et-Loir où il y avait 2 corps clandestins. Un mélange pittoresque de Canadiens, d'Américains, d'Anglais, d'Australiens, d'Africains du Sud. Il y a eu un parachutage d'armes, qui a mal tourné. Les Allemands ont repris les armes et mitraillé toute la forêt, sans nous atteindre, 40. Ce récit est structuré par plusieurs combats qui se génèrent les uns les autres. Résistance aux Allemands, conflit interne au camp, mise à jour des faiblesses de chacun. Ces dernières se révèlent être les causes premières de la mésaventure qui aurait pu finir très mal. À l'origine, il y a un excellent homme, serviable et très courageux, MF page 31, mais qui aimait parler quand il en avait envie et il en avait toujours envie, MF page 31. Par suite de son bavardage, une information circule sur l'existence d'un merveilleux terrain de parachutage, MF page 31. Le narrateur précise immédiatement : il ne lui était pas venu à l'idée que cette légère indiscrétion pût jamais tirer à conséquence, MF page 31. Cet innocent adjectif léger est à l'origine d'une nuit de peur.
Le texte fait surgir des enfers dans sa vérité monstrueuse, OTF page 281, parce que susceptible d'éclairer des faits désastreux toute l'infortune d'être un bavard. Les combats de la guerre semblent trouver leur foyer originel dans les faiblesses du soi, les chambres du monde s'en faisant alors l'écho amplifié. Ces récits déplient et déploient jusqu'à la mort ou la souffrance les conséquences fâcheuses qu'un soi peut engendrer quand les faiblesses innées qui l'habitent touchent au domaine public. Et l'infortune d'être soi semble creuser dans les traits de caractère et selon un terrible déterminisme, des cratères où les êtres s'engouffrent inéluctablement car on ne peut s'échapper de soi. 41. Mais quand les traits se fixent sur le miroir, s'ouvre un autre gouffre. L'épreuve du miroir fait entrer dans l'univers de la glace qui est l'élément du châtiment pour le 9e et dernier cercle des enfers. Dante nous y introduit par ces mots. Et non sans frayeur je m'apprête à parler, car ce n'est pas affaire à prendre à la légère que de décrire le fond de l'univers entier. 42, fond glacé qui se trouve être le domaine de Lucifer. Là l'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace. 43. Là, la glace n'est pas miroir mais prison pour damnés. Cependant une même ère de glaciation sévit dans les profondeurs infernales et sur les surfaces miroitantes. Est-ce à dire que Lucifer est autant maître des enfers que roi du miroir ? Qui s'y regarde deviendrait alors comme Faust, sujet de cet empereur, un sujet-objet dont le cogito serait cette phrase inaugurale dans le bavard. Je me regarde souvent dans la glace, livre page 7. Le dédoublement du jeu en me fige la liberté du sujet dans la fonction de l'objet. L'allitération du couple de lettres G et A établit un parallélisme entre les mots garde et glace, la transparence de l'un étant l'outil privilégié de la surveillance que suggère l'autre, surveillance accrue par le préfixe re et l'adverbe souvent indiquant tous deux une réitération, un ostinato infernal. Tout un appareil de contrôle semble s'organiser dans le soi et faire écho à cette analyse de Deleuze dans Foucault. La prison concerne le visible. Non seulement elle prétend faire voir le crime et le criminel, mais elle constitue elle-même une visibilité, elle est un régime de lumière avant d'être une figure de pierre. 44. À la fois lumière et pierre, la glace se présente comme un univers carcéral que ce vers de Mallarmé illustre avec une rigueur poétique. Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. 45. La forme fixe de l'alexandrin désigne l'impossibilité d'échapper à l'espace de la glace. Le verbe fuir, acculé en fin de vers, se heurte à la verticalité du point d'exclamation dressé comme un mur. Dans un fragment d'ostinato, l'absence de mobilité qu'inflige le miroir s'exprime en termes de fixation. Ce visage encore de fille qui cherche fixement au miroir le secret de son être, la plongée dans le miroir dévoile la face effrayante d'un inconnu, avec comme châtiment la fixation et la dénaturation d'une filiation, forme de trahison qui, dans la logique dantesque, est condamnée au supplice de la glace. La syllabe vie initiale et tonique fait entendre une consonne sonore AV qui au fil de la phrase évolue en consonne sourde, F, fi fixement fige. Au cœur de ces trois termes, l'adverbe fixement exhibe son X, annonce de la confrontation entre je et me, entre le visage et l'inconnu, entre la vie et sa négation. Au lieu d'unir le je au me, au lieu d'établir une identité entre les deux termes, le jeu du miroir est diabolique car il choisit de les opposer. La nouvelle justement intitulée Dans un miroir se conclut par cette réflexion. Situation déconcertante. Je lui présente un miroir qui ne lui renvoie d'elle-même qu'une image étrangère et quand elle me le tend ensuite, je refuse à mon tour de m'y reconnaître. CDE, page 190. Le terme déconcertant souligne avec justesse la perte d'unité qu'engage l'épreuve du miroir, car cet adjectif signifie d'abord déranger un accord entre personnes, troubler la bonne entente. 46. Lucifer, roi du miroir, porte la lumière.
Et chaque matin au miroir ressurgit dans sa vérité monstrueuse toute l'infortune d'être soi, OTF page 281. L'emploi en fin de phrase de la forme disjointe du pronom personnel troisième personne du singulier marque non seulement la division qui habite l'être, mais aussi le poids d'un soi sous lequel l'être ploie, enfermé dans la préposition dans la possessivité du ça, dans le totalitarisme du tout, dans le déterminisme d'une répétition, chaque matin et d'un mauvais sort, l'infortune. L'infortuné soi se trouve tout autant condamné par la visibilité inflexible de la glace, que par la logique implacable des conséquences publiques de ses faiblesses. Mais est-ce ensevelir en un lieu de retraite fermé au vacarme du monde, au OMF page 129, ne le libérerait pas pour autant de l'infortune qui le hante, et encore plus la nuit. Pascal, pour lequel Desforêts dit avoir une prédilection sans faille, 47, porte ce regard lucide sur l'espace du dedans. Reprenant dans un fragment la pensée des stoïques, rentrez au-dedans de vous-même, c'est là où vous trouverez votre repos 48, il ajoute, et cela n'est pas vrai 49. Anachorète. OMF page 129 et insomniaque en partageant des destins comparables, les uns dans les déserts géographiques, les autres dans les déserts nocturnes, expérimentent cette pensée de Pascal. Si les premiers ont choisi leur sort, les seconds le subissent, mais dans les deux cas, la solitude permet de distinguer le vacarme du monde, OMF page 129, du vacarme du moi. Lucien Regnault, professeur de patristique, s'est intéressé depuis plus de 40 ans aux anciens moines du Proche-Orient dont il a publié les apophthegmes. Il leur consacre plusieurs ouvrages où il décrit en particulier l'activité secrète des pères du désert. Comme le disait Antoine, le moine retiré au désert est délivré de 3 combats, celui de l'ouïe, celui des lèvres et celui de la vue. Il n'en a plus qu'un, celui du cœur. En quittant le monde, il s'est libéré de tout ce qui du dehors pouvait l'entraîner au péché. Il n'a plus qu'à se garder des dangers du dedans. Et c'est là une part importante de son activité cachée, 50. Une structure en entonnoir organise les 2 dernières phrases de cette citation. Le restrictif ne que procède, comme son nom l'indique, à une réduction du champ d'investigation. Mais de cet adverbe surgit l'adjectif importante, qui fait entrer dans le domaine du dedans. Les poèmes de Samuel Wood sont le témoignage privilégié de cet enfer où s'enferme un soi insomniaque, sorte de moine forcé de la nuit. Pire que les nuits sans rêve, les nuits sans sommeil, où se livre jusqu'au jour dans l'esprit divisé, une implacable lutte intestine. Prince de l'insomnie, l'archange Lucifer, bat-il des ailes pour attiser les discordes, PSW page 26. L'adjectif pire qui attaque ce poème nous fait plonger d'emblée dans un abîme parcouru par l'écho d'un rire satanique, celui de l'allitération en y traversant les mots, pire, nuit, livre, esprit, divise, intestine, insomnie, Lucifer, il, attiser, discorde. Placé au cœur du nom Lucifer, cette voyelle propage la division par le son pendant que son maître porte la lumière malgré la nuit, d'où ce nom de prince de l'insomnie. Il peut alors jouer de l'homonymie entre le nom nuit et le verbe nuire. Un fragment de Sioran classé dans le recueil de l'inconvénient d'être né, qui aurait pu s'appeler l'infortune d'être soi, OTF page 281, nous fait entrer par une puissante comparaison dans l'univers douloureux des insomnies. Qu'est-ce qu'une crucifixion unique auprès de celle quotidienne qu'endure l'insomniaque ? 51. À coup de cas, qu'est qu'une crucifixion quotidienne que les clous fixent l'être sur la croix dressée par la nuit. De même Samuel Wood, en employant dans les vers cités le mot livré, conjugue le verbe qui clôt la nuit la plus douloureuse du Christ, celle qui précède son arrestation, la nuit de Gethsémani. Dans son évangile, Matthieu rapporte en effet ces paroles, « Voici tout proche, celui qui me livre 52 ». Pourtant une nuance de taille oppose les 2 conjugaisons. Samuel Wood emploie le pronom réfléchi se livre, refermant le verbe sur lui-même, tandis que Matthieu conjugue ce verbe en assumant une altérité, un objet distinct du sujet. Si la souffrance est commune, l'adversaire et le combat sont différents. Desforêts incarcère dans le champ étroit des pensées humaines cette crucifixion. Elle livre le soi au soi. Elle devient au miroir ou dans la nuit de l'insomnie, la lutte de soi contre soi, cette lutte comblant le vide laissé par la formidable absence du maître souverain, OMF page 11. La formidable absence du maître souverain, OMF page 11, cette expression est encadrée de 2 adjectifs imposants, formidable, souverain. L'adjectif formidable reprend ici son sens archaïque et littéraire pour signifier quelque chose de redoutable.
Ce mot fait surgir avec lui la mythologie des monstres et des combats livrés contre eux. Sous la plume de Melville, que Desforêts dit relire souvent 53, le monstre prend les traits d'une baleine dont l'histoire est curieuse. On l'attaqua plus de 100 fois et plus de 100 fois elle fut victorieuse. On peut même dire qu'elle mit en fuite 3 baleiniers anglais leur sautant dessus au moment où ils battaient en retraite. Et vraiment, leur sautant dessus, elle sortait de la mer jusqu'à la hauteur des rambardes 54. À l'écoute de cette intrigue, contée par Melville, Hawthorne son ami lui fait remarquer « Il y a dans vos mots une sonorité intérieure. Vous semblez occupé d'une passion personnelle, 55. » Et Melville lui répond « Non. Mettons au contraire que je m'occupe d'une sorte de passion générale. Imaginez quelqu'un qui finalement prendrait l'épée ou le harpon pour commencer un combat contre Dieu même, 56. » Il a fallu 731 pages à ce roman pour conter ce combat, et donner une formidable présence à cette baleine souveraine qui sort des rambardes physiques pour hanter, sur le souhait de son auteur, les espaces intérieurs. Ostinato définit le maître souverain comme formidable absence, au OMF page 11. Il semble le vider ainsi de toute sa substance, lui laissant néanmoins comme à un fantôme ses effets terrifiants. Avec ce vide, se perd aussi le caractère élogieux de l'adjectif souverain. D'où ce regret qui figure dans les dernières pages d'Ostinato. Mais heureux temps sans doute que celui où la conduite de chacun se réglait sur l'espoir d'une rédemption et la crainte du feu éternel. Le nôtre, pour en avoir rejeté par-dessus bord la mythologie enfantine, a parfois la neutralité glaçante d'un asile de vieillards au regard vide, attendant sagement la mort sans rien en attendre que la cessation de leurs maux. OMF page 229. La disparition de la mythologie enfantine, liée au feu éternel, a fait place à un monstre qui se montre tout aussi terrifiant car il déploie les pouvoirs infernaux de la glace, glaçante, et du regard. La métaphore de l'asile enferme spatialement pendant que l'attente de la mort, sans espoir de survie, clôt l'horizon temporel. Entre ces deux bornes reste l'orgueilleux pronom personnel « nôtre ». Chapeauté de son accent circonflexe et placé au centre de la phrase, il renie superbement ce qui l'a précédé mais il ne laisse à la place qu'un être enfermé dans l'étreinte douloureuse d'un soi qui s'éteint. Le monstre qui se nourrit de cette désertification intérieure s'appelle orgueil. L'auteur sait diagnostiquer le mal quand il écrit dans un fragment d'Ostinato. N'ayant voulu suivre par orgueil et méfiance que la voie la plus solitaire, il s'étiolait lentement sans autre confident que lui-même, retranché dans le grand froid de son hiver intérieur. OMF page 117. La seule ouverture qu'aurait pu offrir ce passage est contenue dans le préfixe comme du mot confident. Mais le demi-cercle ouvert qu'il suggère se referme immédiatement sur le pronom réfléchi lui-même, dessinant sur ses traces la clôture vicieuse du cercle, un cercle infernal, le cercle dantesque d'une glace entretenue par l'hiver et le froid. En son centre on observe la destruction lente qui dévore ceux que Claude Vigée à la suite de Kafka appelle « les artistes de la faim ». Cet essai remonte aux sources de la littérature moderne, titre de l'ouvrage. Il raconte comment le christianisme a nié le monde, comment la philosophie moderne a tué Dieu et comment la propagation de cette puissance de négation se retourne maintenant contre sa propre source. 57. Le soi. Claude Vigée écrit « Le moi se ramassera de plus en plus sur sa propre absence d'être. Il se chantera à lui-même sa chanson d'isolement et d'exil. Ainsi seulement connaîtra-t-il désormais le goût fade de l'existence. 58. Exilé en lui-même, l'infortuné soi, à l'esprit divisé, PSW page 26. Toute individualité est alors effacée pour se fondre dans une masse finalement informe, immense et misérable provoquée par l'Exode.
troupeau hagard à un œil absent qu'on voit se bousculer et clopiner le long de la route, ou OMF page 85, l'horreur comique d'un défilé de petits vieillards, épuisant leur force à marcher sans répit et sans but, la tête aussi vide que le ventre pris au filet d'une immense migration, OMF page 85. Dérision de Sisyphe. L'effet de masse entretient cet état. Ainsi pendant la drôle de guerre, les soldats vivent dans l'hébétude liée à la promiscuité et à l'ineptie des tâches, l'engourdissement de l'esprit, les risibles misères, le cynisme bête, OMF page 77. Le peuple est animalisé en mouton ou en chien, racine du mot cynisme. Règne une platitude déprimante, OMF page 74. Le terme déprimé, qui se décompose en deux prémots, signifie pressé de haut en bas. Cette platitude déprimante rappelle un certain ciel baudelairien bas et lourd, comme un couvercle. Ce préfixe de se retrouve dans d'autres fragments. Ainsi l'être d'ostinato s'accote contre un arbre décapité le long duquel il se laisse choir de tout le poids de sa fatigue, OMF page 82. Il se voit zigzagant comme un bateau dématé, OMF page 83. Ces états, déprimantes, dématés, décapités avec toujours le lien au poids, sont comme la retransposition de sa propre condition. Par ce motif de la pesanteur, ces fragments peuvent être lus sur une basse répétée ou sur une basse contrainte, c'est-à-dire aussi un ostinato. Ici-bas, selon une terminologie religieuse, seule la voix de basse semble juste, cette voix comme écrasée par le poids de l'existence et qui ne fait entendre que les sons les plus graves. Ce caractère grave exprime par son étymologie même, gravi, ce qui est lourd et pesant. L'être réapprend un contact humiliant à la terre. Ici le guerrier est jeté bas au terme de son engagement, PSW page 19. Embusqué dans les broussailles, menton contre terre, atterré, terré, changé en terre, O4 page 223. La terre et la terreur dominent dans cette accumulation de R, amplifiée par un rythme ternaire ouvert et par des participes passés qui accentuent la passivité de la victime. Alors l'histoire se fait le grand maître de nos vies. Une bouteille vide à portée de sa main pendante, c'est un tout petit personnage de l'histoire, OMF page 84. Tous les termes sont là pour rappeler la petitesse de l'homme dont la vie devient comme une bouteille vide de sens, et dont la main est pendante, comme si elle ne pouvait plus rien soulever ni saisir. L'adjectif pendante prolonge l'action ou plutôt l'inaction, et la sonorité à répéter exprime comme une plainte ou un râle. Face à certains événements de cette histoire, on entend la plainte s'armer de rhétorique. Certains fragments d'ostinato pourraient être des extraits de sermons de Bossuet tant par leur rhétorique que par le vocabulaire. Il n'y a plus de lieu à vénérer, nul acte de gloire ni d'intelligence pour absoudre un monde séduit par la force étendant partout sa souillure et qui aura relevé sèchement ses ruines comme on refuse la faute avec le sourire rusé des affaires, OMF page 89. Voilà la description d'un paradis perdu de manière irrévocable. Il n'y a nul ni. Un nouveau péché originel a été commis, coupable nature, OMF page 98. Le sifflement du serpent séducteur et tentateur est perçu dans l'allitération en S, absoudre, séduit, souillure, sèchement, c'est sourire. On y lit sa ruse mais aussi sa souillure qu'il n'est plus possible d'absoudre car il y a eu le sourire, c'est-à-dire le rire sous-jacent sournois et satanique. Le paradis de la noblesse du cœur, caractérisé par les actes de gloire et d'intelligence, va faire place à la barbarie décrite avec un rythme ternaire, des anaphores, des phrases nominales, effets de rhétorique tendant à créer des images fortes et percutantes. Terre aux sépultures absentes, terre qu'on a maquillée pour effacer les endroits du crime, terre maudite qu'aucun survivant ne désignera au sanglant cadastre de l'histoire, OMF page 89. Les évocations dantesques, comme des passages d'un Nouvel Ancien Testament, se poursuivent lorsque les camps de concentration sont comparés à des GN où s'y déroulent des cérémonies sabbatiques, OMF page 88. La même page use aussi des paraboles du Nouveau Testament, celle du bon berger est transformée en terrible histoire de faux berger affamé de puissance, OMF page 88. Entre ces deux testaments de l'homme moderne, il y a un crucifié. Du jour où il a perdu sa foi dans le monde, il s'y est cru lié comme un fils à sa mère dénaturée, OMF page 92. Le rapprochement phonétique entre les deux formes verbales crucifié et cru lié, associé à la mention du fils et de la foi, est au moins troublant.
De même que le Christ Fils 59 du Père 60 s'est laissé crucifier pour sauver ce monde qu'il pensait coupable et perdu, de même l'être d'Ostinato revendique la filiation à sa mère pourtant dénaturée, filiation à ce monde si peu innocent, OMF page 89. Au lieu de le fuir, il se lie à lui et opte pour la lucidité devenue comme une forme de crucifixion. De ce monde déjà si noir et malade, toute la face lépreuse brutalement se découvre qui glace à jamais l'espérance et soulève en chacun le dégoût de son espèce. OMF page 97. À cette vue il ne s'agit pourtant pas de détourner son regard. Ne voilons pas nos figures avec nos mains, OMF page 89. Faisant écho au lépreux de Saint-Julien l'Hospitalier, avec ce mot glace commun aux deux et son double sens de froideur et de miroir, c'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. Et Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine sur poitrine. 61. Ostinato, et faut-il souligner le mot ou en faire le nom de ce il, semble lui aussi s'être lié dans un bouche à bouche, face à face lucide avec toute la face lépreuse de notre monde qui paraît s'engloutir à jamais dans les convulsions de tant d'atrocités commises, OMF page 115 et d'une horreur et puanteur, OMF page 96, insoutenable. C'est ici que lucidité et Lucifer trouvent peut-être leur point de jonction étymologique le plus bas, le plus ancré dans le malheur, l'heure sombre du mal, l'heure où le mal heurte de plein fouet la condition et conscience humaine. 62. Tous ne sont pas voués à une mort atroce, mais tous sont voués à l'atrocité de la mort. Infortune qui n'épargne personne et s'applique au meilleur comme au pire, PSW page 18. Rien ne marque plus le caractère fini de la finitude humaine que la mort, et la conscience aiguë vécue de cette mort. C'est l'épreuve suprême, PSW page 18, de l'être à cette autre extrémité S du parcours, PSW page 19. Sur la route de la vie marquée de tombes je m'avance. 63. Ce vers de G.M. Hopkins pourrait figurer dans Ostinato, voie et détour d'une vie marquée elle aussi par tant de tristes tombes. Bien des fragments rappellent que la mort s'apprend d'abord par la mort d'être cher. Le mot d'Ostinato décomposé n'évoque-t-il pas ces ossements sacrés, confiés à cet ossuaire que pourrait être le recueil? Et pourtant, pousser la grille du triste jardin où on dit qu'elle repose est un geste qu'il ne fera pas. Refusant de jouer à le croire habité, il n'entre pas s'y recueillir. Ni là ni ailleurs, le vrai lieu des morts est nulle part. OMF page 59, l'écriture est le lieu de la perte et de l'absence, ni là ni ailleurs nulle part, OMF page 59. En cette absence d'autant plus violemment récusée qu'elle est irrécusable, OMF page 113, il tourne autour de son absence, OMF page 60, cette absence stupéfiante, OMF page 91, avec tant de faux retours qui attestent son absence, PSW page 12. Insistance sur l'absence car c'est elle le vrai sens de la mort ou plutôt son absence de sens, son caractère insensé. Quand elle se sentit à la veille et seule avec sa peur de mourir, son regard disait doucement « Adieu, adieu, tu ne me verras plus jamais ». Il a fallu la brutale vérité du lendemain pour lui en révéler le sens. Instant de distraction insensée, OMF page 58. Ce blanc et cette mise à la ligne qui sépare jamais de il, illustre dans la graphie le passage irrémédiable d'un état à un autre. Il a la blancheur du linceul déposé sur le visage de la morte. Irréparable cassure, prenons en acte, PSW page 14 par un point, un blanc et par une mise à la ligne. Prenons en acte aussi par un changement de statut. Le garçon hébété aux joues sans couleur salies par les larmes, aux cheveux coupés ras en deuil de sa mère. Ces vêtements que les deux chiens pendus à ses premiers habits d'homme lui font fête, OMF page 57. La mort est l'épreuve suprême qui fait passer du statut de garçon à celui d'homme. Ces premiers habits d'homme sont la mise en place de ce changement d'état, sans transition et de manière prématurée. La mère en mourant a conscience de laisser son fils privé avant l'heure de son meilleur soutien, OMF page 59. La mort, l'invité de Pierre 64 qui fige fixement, s'oppose par son caractère statique au dynamisme et à l'éphémère de la vie. Elle statufie et établit des statues ou des statues de pierre. La mort pétrifie à la fois celui qui est mort, froide inertie du corps enfantin en croix sur la pierre où trois ombres s'effondrent à genoux, OMF page 149, mais aussi ceux qui restent. Vivre aussi sèchement qu'une pierre toute la vie mise en doute, OMF page 162, se roulant dans son lit avec cette détresse comme une pierre trop lourde, OMF PL5L.
Le statut serait alors la négation du salut puisqu'il rend statique ce qui était voué au mouvement et au dynamisme de la vie. Après la courte saison des fables, ses lueurs éblouissantes, la force rapide de son action, tout se brouille et s'éteint qui ne reprend figure que sous les traits de la gaieté perdue, les derniers élans refroidis par la sage et trop clairvoyante raison. OMF page 147. Ce fragment, précurseur de la section sur le deuil, oppose au champ sémantique du mouvement et de la vie, saison éblouissante, force rapide, action, celui de l'inertie, s'éteint, perdu, dernier, refroidi, sage, raison. Irréparable cassure, prenons-en acte, PSW page 14. Les deux points, tels les colonnes d'une porte antique, semblent fermer et interdire l'entrée dans le monde des ombres. La mort tombe comme le tranchant d'un coup près, OMF page 184, brutalement OMF page 111, cruellement, OMF PL 13, violemment OMF PL 13. Et la souffrance est portée au paroxysme de ce qui est supportable. L'être est convulsé, déréglé intérieurement. Toi qui ne sais rien de l'aventure de ta mort que seul vaincu par elle nous avons à vivre sans toi côte à côte comme déjà couchés nous-mêmes dans la tombe, OMF page 149. L'absence de ponctuation dans ce fragment, son caractère agrammatical est l'expression de cette perte de contrôle et de repère. Un bruit de fond sourd et silencieux est orchestré par la mort, car le silence mortel ne se tait pas 65. La nature tout autour endeuillée, comme soumise elle-même en ses moindres recoins à la consigne du silence. Cet au vrai est un silence de bête assommée, OMF page 60. Avec ce silence en eux qui les sépare de la langue des vivants, OMF page 151. À ce silence qui animalise et dévitalise, se joint un bruit sourd et sombre, créé par le qualificatif sournois attribué à la mort. Et déjà de tous les côtés l'oubli sournoisement fait son œuvre, OMF page 155, manège sournois de la mort, OMF page 131. C'est alors que monte le cri étouffé, OMF page 150 d'un homme déchiré par la perte irréparable. Rien après ce coup foudroyant porté au cœur même de l'être, sinon par un long cri d'épouvante, OMF page 149. L'intensité de la souffrance s'exprime sous la forme d'adverbes ou d'adjectifs superlatifs, cime de désespoir dans le cimetière silencieux de l'écriture. D'une tristesse extrême, OMF page 153, cette absence absolue, OMF page 60, trop jeune, OMF page 60, sa douleur infinie, OMF page 154, douleur pareille à du sel dans la plaie, OMF page 150. Les cimes renversées touchent aux profondeurs de l'être. À en pénétrer tout le fond, OMF page 153, au fond de l'être profondément taillé, OMF PL 13, l'esprit profondément atteint, OMF page 154. L'être descend vers un univers plongé dans le sombre. Sombre obstination des morts, douceur étouffante de leur ombre enveloppant le cœur qui s'en nourrit des ombres de la déraison, OMF page 153. Il s'enfonce dans la nuit noire, sombre ombre, dans les ténèbres absolues, dans l'abîme des mers, PSW page 42 qui fait écho à celui de Hopkins. Et toujours les abîmes infinis cernent le pic d'où notre regard plonge, l'abîme appelle l'abîme et la nuit la plus noire. 66 Il semble que l'être touche les abîmes de l'enfer intérieur, où ça tourne. Il tourne devant les miroirs pour cacher sa figure, OMF page 161. Il tourne autour de son absence, OMF page 60. Pour le circonvenir de quelque côté qu'il se tourne et l'entraîner jusqu'au point du jour dans le même circuit destructeur, OMF PL 5L. Circuit qui peut nous introduire dans les espaces fermés des forestiens où l'infortuné soi ne cesse de lutter jusqu'au point du jour, OMF page 151. Chapitre 2 des espaces fermes. Pour concevoir l'enfermement que vit le soi, la distinction fondamentale entre l'âme et le corps, opérée par l'ordre cartésien, impose in fine de donner à ce corps son attribut principal, l'extension. Le philosophe qui marque le début des temps modernes, pose en effet comme principe, à savoir l'étendue en longueur, largeur et profondeur constitue la nature de la substance corporelle. Car tout ce que d'ailleurs on peut attribuer au corps présuppose de l'étendue, et n'est qu'une dépendance de ce qui est étendu. 67. Une réflexion sur l'enfermement des forestiens appelle sa mise en place dans l'espace. La réduction de tout l'être corporel à son objectivité spatiale mathématiquement mesurable, trace peut-être le chemin qui mène à l'enfermement le plus inexpugnable, celui qui ne dépend même plus de la conscience qu'on en a. Mais en étant jeté justement au dehors du soi, l'espace ne dessinera-t-il pas aussi l'amorce d'un seuil ? Comme côté le plus ouvert ou le plus étendu,
Ne serait-il pas le premier ami de l'homme? En décembre 1943 ou janvier 1944, le numéro 2 du livre des lettres publie cette nouvelle de Desforêts, le jeune homme qu'on surnommait Bengali. L'une des surprises de ce récit est son audace à parler des douceurs possibles de la captivité, discours qui fait écho à celui tenu dans Les Mendiants par le Catalan qui se souvient de son séjour en prison. Là-bas, j'avouais, les choses marchaient d'elles-mêmes, pas besoin d'intervenir, pas de larmes, pas de cris, aucune lutte, j'étais poussé agréablement, LM, page 188. De la même manière, le narrateur de la nouvelle explique comment, depuis 2 semaines reclus entre les 4 murs, TF page 7, d'une cellule, il peuple sa solitude. Les mains croisées derrière la tête, je me mis à rêvasser. C'était l'heure où je rassemblais mes souvenirs. J'essayais de me rappeler toutes les choses qui m'étaient arrivées depuis ma petite enfance jusqu'à mon arrestation et c'était en général les événements agréables dont je me souvenais le plus volontiers, TFPL 011. Les mains croisées reflètent la non-résistance du personnage face à cette captivité spatiale qui ne l'accable pas puisqu'elle oriente sa mémoire vers les événements agréables du passé. Un parcours des œuvres permet de relever d'autres moments où l'être apprécie, ou recherche les espaces clos, propices à une douce passivité. Ainsi dans le bavard, tout ce que je désirais maintenant c'était rester dans un coin, livre page 24. De même, au début du Malheur au Lido, installé dans un fauteuil club en peau de porc, c'est avec un sentiment de profond bien-être qu'il contemple le hall spacieux du palace vénitien, ML page 9. Plus loin, l'un des coins de la salle, précisément celui d'où calé dans son fauteuil il observe la scène, ML page 11. Les participes passés calés et installés, la conjugaison des verbes observer et contempler, et la mention répétée du fauteuil insistent sur le confortable enfermement en jeu dans cette scène. Gaston Bachelard a défini la poétique de ces espaces. Dans ces angles, dans ces coins, il semble que le rêveur connaisse le repos mitoyen de l'être et du non-être. Il est l'être d'une irréalité, 68. Ce caractère irréel prend la forme d'un songe, OMF page 35, dans un fragment d'Ostinato, OMF page 34 à 35, qui décrit une chute au ralenti le long des parois d'un puits, OMF page 34. Ce récit est magnifiquement illustré par un dessin de Louis-René Desforêts intitulé Chute dans le dôme 69, correspondant pictural du fragment où se donne à lire un enfermement pourtant bien réel. La compacte maçonnerie taillée à la romaine affecte la forme d'un cône creux fiché en terre que soutient à sa base latérale une dizaine de robustes piliers encadrant obliquement des soupiraux aveugles. OMF page 34. Les adjectifs compacts et robustes désignent le caractère inexpugnable de cet espace. Les participes taillés, fichés et encadrants fixent une incorruptible structure faite de terre et de pierre, la citerne bardée de pierre, OMF page 35. En son sein, l'être est gobé voracement, les bras comme ligotés au corps, OMF page 35. Entièrement prisonnier de cet espace, les seules réactions sont paradoxalement marquées par une douce passivité et irréalité. Le corps plane, les courants le portent, il est délesté de son poids, en éternelle suspension, en flottaison. OMF page 35. Tout son être jouit de cette captivité qui ressemble pourtant à un appel à la mort. OMF page 35. Mais qui est aussi décrite comme caverne de l'être, danse aérienne du désir où le vertige se mue en attrait, où la durée se congèle en extase, cavité de la tombe ou du ventre maternel, OMF page 35. Cet espace est hors du temps comme le suggère le préfixe du mot extase. La coexistence de la tombe et du ventre maternel met entre parenthèses la finitude de la vie pour faire se rejoindre les deux moments irréels d'un parcours terrestre. Son avant et son après qui siégeraient comme sous l'arche intemporelle où trône la toute pure nullité, page 26. Ce vers compte parmi les derniers des mégères de la mer. Il déploie le fantasme de l'enfermement qui habite également cette œuvre. Les mégères y sont appelées des momies des cavernes, page 17. Leur espace de vie est désigné par les termes de grotte, page 12, sanctuaire, page 13, ténèbres, page 14, château moisi, page 21, chambre secrète, page 23, bouche du néant, page 23. Bien des points autorisent un parallélisme entre l'enfermement qui est en jeu dans le fragment d'Ostinato, OMF page 34 à 35, et celui vers lequel tend le héros des mégères de la mer dont l'appel le plus violent s'exprime dans cet impératif. Guide-moi, ô mer, sous ta sombre voûte utérine, page 22. Ce désir du ventre maternel, OMF page 35,
d'un enfermement sombre et protecteur, est l'expression déforestienne de ce que Kafka appelle le terrier. Pietro Citati dit de cette nouvelle qu'elle est la plus grandiose tentative de claustration qui ait jamais été réalisée dans la littérature, 70. Il l'analyse ainsi. Le terrier est surtout la demeure maternelle, le domaine de la régression dans l'enfance, où l'animal peut se pelotonner comme un bébé, s'endormir béatement, s'étendre pour rêver. Hors du terrier, c'est le temps fini, dedans le temps infini. Hors du terrier, la faiblesse, dedans la force. Hors du terrier, la lumière, dedans les ténèbres, 71. Cette série d'oppositions permet de lire sous une autre lumière le bonheur que procure la captivité spatiale dans l'œuvre de Desforêts. Mais ce bonheur est de l'ordre du rêve comme en témoigne le radical retour à la réalité contenu dans ce vers des Mégères. Il ne franchira jamais lui de vos chambres secrètes, MM, page 23. L'indicatif futur et l'absolutisme de l'adverbe jamais ne laissent aucun doute sur la distance qui existe entre le désir et la réalisation de ce désir. Le fragment d'ostinato est d'ailleurs un songe, MF page 35, et les personnages que l'on a vus passivement installés dans des coins agréables seront ensuite violemment chassés de leur confortable enfermement. Gaston Bachelard écrivait en conclusion du lien établi entre coin et rêve: il faut un événement pour le jeter dehors, 72. L'enfermement se fait alors ferment de lutte, et le coin est à la charnière entre le rêve de la caverne et l'entrée dans l'arène. Les trésors de la langue française définissent ainsi le mot coin, angle rentrant ou saillant formé par l'intersection de deux lignes ou de deux plans, 73. Marqué du chiffre 2, le coin ne s'offre pas seulement comme espace du rêve mais aussi comme structure de conflit. L'expression enfoncer un coin, où le mot coin est ici pris dans son sens d'outil, appuie ce caractère belliqueux. L'expression signifie introduire un élément de division entre deux parties, deux personnes, 74. Les deux participes présents rentrant ou saillants, employés dans la définition de ce mot lui donnent un caractère à la fois défensif et offensif. Un poème de Guy Vic intitulé Est l'angle aigu illustre parfaitement le double enjeu de cet espace structurel. À défaut d'être cercle, on pourrait se faire angle, et sinon vivre au calme, attaquer l'entourage, se reposer ensuite, en rêvant de fermer, l'autre côté toujours ouvert sur l'étranger, 75. Au cœur du poème bat le verbe attaquer, que le substantif calme et l'infinitif se reposer ne réussissent pas à anesthésier. Ces vers articulent la dialectique fermé-ouvert en instaurant une inégalité dans la répartition des pouvoirs propres à chacun. La fermeture est du domaine du rêve tandis que l'ouvert a la force du toujours. L'angle prend décidément des qualités belliqueuses et offensives. Dans le malheur au lido, celui que l'on a vu confortablement installé dans un coin va révéler que l'occupation du fauteuil par ce qui s'avérera être un enfant locteux dérange, ou, pour prendre une formule justifiée en cette circonstance, enfonce un coin dans l'espace ordonné du palace. En effet, portier et groom vont avoir pour mission de faire sortir ML page 39, le gamin crasseux, ML page 26, coincé dans ce fauteuil. Après différentes manœuvres, un des grooms s'exaspère de la lenteur de l'exécution et s'exclame: on étouffe dans cette piole. Comment faire pour en sortir avec tout ce monde? ML page 39. Le hall spacieux, ML page 9, est étrangement devenu une piole étouffante de laquelle il est urgent de sortir. À l'origine de cette transformation, un enfant locteux installé dans un coin. Le caractère anodin et apparemment passif de cette structure spatiale se révèle être in fine le ferment d'une bataille dont l'acmé s'exprime dans cette action du groom. Il fonce hardiment à travers la foule, le front tendu en avant comme un taureau dans l'arène. C'est ainsi qu'en un rien de temps ils atteignent la porte de sortie qu'on avait pu croire inaccessible. ML page 40. Le coin a ainsi engendré arène et d'offensive, illustrant le distique de Guy Vic où est articulé le passage du vivre au calme à l'attaque de l'entourage. Que peut-il alors se passer dans un espace carré structuré par le jeu de quatre coins? Maurice Blanchot répond: l'exclusion a lieu à l'intérieur d'un monde fermé ou par le jeu de quatre coins qui le partagent sans relâche, l'être de l'exil vit cependant comme au dehors, 76. La division propre à la structure spatiale du coin alimente sans relâche, comme un ostinato, une dialectique du dedans et du dehors d'où émerge le préfixe « ex » caractéristique d'un mouvement pour sortir. Ce préfixe traverse également une confession de l'auteur sur un épisode autobiographique d'Ostinato, l'espace du collège et des quatre murs de la règle, OMF page 23. Il dit:
Curieusement, je ne regrette pas, cela a été l'occasion d'expériences extrêmes dans un monde clos qui m'a beaucoup marqué. Il fallait se défendre. Cela donnait lieu à des formes d'exaltation morbide. C'était un monde réduit à sa plus simple expression et dans cette mesure, il m'arrive d'en avoir quelques nostalgies. 77. La clôture et la réduction créent les conditions pour que se développe ce préfixe de la sortie qui se donne à lire dans les mots expérience, extrême, exaltation, expression. Un tel extrémisme dans la réduction est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.